Alors aujourd'hui, on va décortiquer un sujet assez complexe mais passionnant, les conflits linguistiques en Catalogne. On va se pencher sur deux idées qui sont vraiment au cœur du problème, la catalanophobie, qui est une sorte d'hostilité qui vient de l'extérieur, et son reflet intérieur, un phénomène qu'on appelle la haine de soi. Et tout part souvent d'une scène comme celle-ci, d'une simple phrase. Parlons en espagnol. Nous sommes en Espagne. Il faut bien comprendre, ce n'est pas juste un échange anodin. C'est le genre d'étincelle qui met le feu aux poudres et qui révèle des tensions bien plus profondes, un conflit que beaucoup de gens vivent au quotidien. Et pour vraiment saisir de quoi on parle, rien de mieux que de partir d'histoires concrètes, du vécu. On va voir trois situations avec un chauffeur, un juge et un prêtre qui illustrent parfaitement comment ce conflit se manifeste dans la vie de tous les jours. Alors, première histoire, celle du chauffeur. Il arrive dans un centre Amazon près de Barcelone, il s'adresse à un employé en catalan, et là, la réponse est immédiate, parler en espagnol. Mais le truc vraiment important dans son témoignage, c'est qu'il est persuadé que l'employé comprenait parfaitement le catalan. Le blocage, donc, n'était pas un problème de communication, mais, selon lui, un geste purement idéologique. 600%. Ce chiffre est assez parlant. Il montre bien que l'histoire de ce chauffeur, ce n'est pas juste une anecdote isolée. D'après les sources, basées sur les données de la plateforme Aperlayangua, les plaintes pour discrimination linguistique ont explosé de 600% en 8 ans. Ça suggère que non seulement le problème s'intensifie, mais que les gens sont aussi de plus en plus décidés à ne plus laisser passer. Et des histoires comme ça, il y en a plein d'autres qui sont racontées dans nos sources. On a un juge qui s'étonne qu'on demande de parler catalan pour un job d'agent d'entretien de cimetière, une personne qui se fait traiter de trop catalane parce qu'elle n'a pas switché à l'espagnol, ou même un simple trajet en taxi qui devient un casse-tête. En fait, c'est justement parce que ces situations sont banales qu'elles en disent long sur l'ampleur du phénomène. Bon, maintenant qu'on a vu ces exemples, essayons de mettre un mot dessus. Pour nommer ce phénomène, les intervenants utilisent un terme bien précis, qui va plus loin que le simple cliché sur les régions. La catalanophobie. Selon eux, attention, ce n'est pas juste une moquerie ou un préjugé, c'est présenté comme une véritable construction historique. Un historien cité dans la source explique que ça remonterait au XVIIe siècle, avec des écrivains comme Quevedo, qui auraient commencé à dépeindre les Catalans comme une sorte d'ennemis de l'intérieur. Et cette vieille idée continuerait, aujourd'hui encore, de nourrir une hostilité très particulière. Mais voilà, toute cette pression qui vient de l'extérieur, elle a forcément des conséquences à l'intérieur. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de plus intime, de plus psychologique, au sein même de la communauté qui parle catalan. Cette histoire de Metz, elle est vraiment parlante pour illustrer ça. Une des intervenantes raconte « Dans son village, tout le monde parle catalan. Avant et après la messe, le prêtre discute en catalan avec ses paroissiens. Mais au moment de la cérémonie, pour parler à Dieu, tout se fait en castillan. C'est assez fou. Comme si le catalan n'était pas une langue assez noble pour le sacré. Et voilà, c'est exactement ça qu'on appelle autodiscrédit, la haine de soi. C'est un processus assez pervers où une communauté finit par intégrer le mépris qu'on lui renvoie. En gros, elle adopte elle-même la hiérarchie qu'on lui impose de l'extérieur et se met à penser que sa propre langue est moins importante, qu'elle est bonne pour la maison, mais pas pour les choses sérieuses comme la religion, la science ou l'administration. Alors, d'où ça vient tout ça? Comment s'est construite cette situation? Pour le comprendre, il faut prendre un peu de recul et regarder la structure, le système qui, d'après les sources, alimente ces deux phénomènes. Un des intervenants utilise une formule que je trouve très juste, il parle d'une guerre des adjectifs. Regardez, d'un côté, le castillan est toujours qualifié de commun, global, unificateur, et de l'autre, le catalan est décrit comme fermé, local et même comme une imposition. Ces mots ne sont pas innocents du tout. Ils installent l'idée qu'il y a une langue normale, universelle, et une autre qui serait une sorte d'anomalie. Et cette dynamique de pouvoir, elle ne date pas d'hier. Les sources la font remonter au XVIIe siècle avec cette idée d'ennemi intérieur, puis elle se concrétise politiquement. Et aujourd'hui, selon eux, ce rapport de force perdure à travers un État qui, même s'il se dit plurilingue, maintiendrait dans les faits une suprématie du castillan et laisserait les autres langues dans une position de seconde zone. Ok, on a posé le problème, son histoire, ses conséquences. Mais face à tout ça, il y aurait du changement dans l'air. On va passer à la dernière partie de cette analyse pour voir justement quelle est la nouvelle réponse qui émerge. Alors, la grande question c'est, après toutes ces années où la norme était peut-être de baisser la tête, d'être poli, qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer de nouveau? On sent qu'un paradigme est en train de basculer. Eh bien, les intervenants décrivent une nouvelle vague de jeunes militants. Le mot qui revient tout le temps, c'est décomplexés. Ils sont aussi très organisés. Pour eux, parler catalan, ce n'est plus quelque chose dont il faut s'excuser. Au contraire, c'est même devenu cool. L'idée, ce n'est plus de ne pas déranger, mais d'affirmer un droit, tout simplement.
Et si on devait résumer leur philosophie en une seule phrase, ce serait celle-ci. Le point de départ, le geste politique de base, c'est d'arrêter de considérer que changer de langue est une politesse obligatoire. C'est un refus de continuer à être le seul à faire l'effort du bilinguisme. Et on va terminer avec cette question qui résume bien tout ça. Quand une langue devient un tel enjeu, un terrain de conflit, est-ce que le simple fait de l'utiliser au quotidien, un acte qui devrait être totalement banal, ne devient pas finalement l'acte politique le plus fort ? C'est peut-être sur cette question que se joue tout l'avenir de la langue.